Il arrive certains matins où tu ouvres les yeux et tu as déjà l'impression d'être submergé. Tu te demandes pourquoi cette sensation d'épuisement alors que tu viens à peine de te réveiller. Ton corps est là, présent, mais ton esprit semble déjà avoir couru un marathon avant même que tu aies posé le pied par terre. Tu regardes le plafond et une pensée traverse ton esprit. Encore une journée comme ça. Respire un instant. Tu n'es pas perdu. Tu fonctionnes simplement en mode survie. Et ce n'est pas vivre, c'est végéter. C'est exister, sans vraiment habiter ta propre existence. Tu passes d'une tâche à l'autre, d'une obligation à une autre, comme un automate programmé pour répondre aux demandes du monde extérieur, sans jamais prendre le temps de te demander ce dont tu as réellement besoin. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité, ces maîtres de la sagesse pratique, avaient compris quelque chose de fondamental. La qualité de notre vie ne dépend pas des événements extérieurs, mais de nos habitudes intérieures. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations personnelles que « la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Mais il aurait pu ajouter « et la qualité de tes pensées dépendent de la qualité de tes habitudes quotidiennes ». Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 principes stoïciens simples, tellement accessibles qu'on se demande pourquoi on ne les applique pas déjà. Ce ne sont pas des rituels compliqués qui demandent des heures de pratique. Ce ne sont pas des techniques ésotériques réservées aux initiés. Ce sont des gestes simples, presque embarrassants, de simplicité, mais d'une efficacité redoutable. Mais attention, reste concentré jusqu'au bout, car je vais te dévoiler l'habitude maîtresse qui amplifie toutes les autres, celle que la majorité des gens ignorent et qui les condamne à observer leur vie au lieu de la diriger. Cette habitude finale est comme la clé de voûte d'une arche. Sans elle, tout le reste risque de s'effondrer. Avec elle, tout se maintient en place naturellement. Crois-moi, ça vaut chaque minute de ton attention. Avant de plonger dans la première habitude, si ce contenu résonne en toi, si tu cherches à transformer tes journées sans bouleverser toute ton existence, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Cette chaîne est dédiée à la sagesse stoïcienne appliquée à la vie moderne. Et chaque vidéo est conçue pour t'apporter des outils concrets et immédiatement utilisables. Allons-y. Il est temps de reprendre le contrôle de tes journées, une habitude à la fois. 1. Démarre sans urgence, l'art du réveil conscient. Certaines journées semblent partir de travers, avant même que tu aies posé le pied par terre. Le réveil hurle, tu te lèves comme un automate et tu enclenches le pilote automatique sans réfléchir. Puis tu t'étonnes que tout soit si pesant, que chaque tâche ressemble à une montagne à escalader, que chaque interaction te demande un effort surhumain. Peut-être que la solution ne réside pas dans des bouleversements radicaux, mais dans ces micro-habitudes que les philosophes stoïciens considéraient comme précieuses. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Et ces jugements commencent dès le réveil, dans ces premières minutes cruciales où tu poses le ton de ta journée entière. Bien démarrer pour mieux avancer. Cette phrase n'est pas un slogan motivationnel vide de sens. C'est une réalité neurologique et psychologique. Des études modernes confirment ce que les stoïciens savaient intuitivement. L'état mental dans lequel tu démarres ta journée influence directement ta capacité à gérer le stress, à prendre des décisions et à maintenir ton équilibre émotionnel pendant les heures qui suivent. Contrairement à ce que tu penses, tes premières minutes de réveil déterminent si tu vas flotter ou traîner un poids invisible toute la journée. C'est comme programmer un ordinateur. Les premières lignes de code déterminent le fonctionnement de tout le système. Accorde-toi quelques instants de calme au réveil. Je connais ton objection, mais je suis toujours pressé. Justement, c'est le cœur du problème.
Cette précipitation constante n'est pas une fatalité, c'est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être modifiée, déconstruite, remplacée par quelque chose de plus sain. Visualise ton esprit comme une vitre embuée. Si tu démarres à fond, tu restes dans le flou, tu réagis sans lucidité, tu te cognes contre les obstacles invisibles que tu aurais pu éviter avec un peu plus de clarté. Mais quand tu prends le temps de ralentir dès le matin, c'est comme essuyer cette vitre délicatement. Ce qui était confus devient limpide. Ce qui semblait insurmontable reprend des proportions raisonnables. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, la méditation sur les difficultés à venir, mais toujours dans un état de calme intérieur. Ils ne se précipitaient pas dans la journée comme des soldats chargeant au combat sans stratégie. Ils prenaient le temps de se centrer, de se rappeler leurs principes, de visualiser comment ils voulaient réagir aux défis inévitables. Consacre quelques instants à respirer profondément avant de saisir ton téléphone. Oui, avant de plonger dans ce vortex qui aspire ton attention dès les premières secondes de conscience. Ton téléphone peut attendre 3 minutes. Les messages peuvent attendre 3 minutes. Le monde entier peut attendre 3 minutes pendant que tu reprends possession de toi-même. Respire comme si tu remplissais doucement un ballon à l'intérieur de ta poitrine, avec lenteur et régularité. Inspire sur 4 temps, retiens sur 2, expire sur 6. Cette respiration simple n'est pas mystique, elle est physiologique. Elle active ton système nerveux parasympathique, celui qui calme ton corps et ton esprit après le stress. Elle réduit le cortisol, l'hormone du stress, et augmente les ondes alpha dans ton cerveau, celles associées à la relaxation et à la clarté mentale. Tu rappelles ainsi à ton organisme que c'est toi qui diriges, pas les alertes, pas les notifications, pas les demandes urgentes des autres, toi. C'est une sorte de réinitialisation interne, comme redémarrer ton système avant de l'utiliser. Et tout comme tu ne lancerais pas 10 programmes simultanément sur un ordinateur qui vient de démarrer, tu ne devrais pas bombarder ton esprit d'informations dans les premières minutes du réveil. Cette pratique, aussi simple soit-elle, crée ce que les psychologues appellent un locus de contrôle interne. La conviction que tu as le pouvoir d'influencer ta journée, plutôt que d'être un simple spectateur passif des événements. Active ton corps avec quelques étirements conscients. Inutile de devenir acrobate ou de verser dans le mysticisme. Imagine ton corps comme une porte restée close pendant des heures. Pendant ton sommeil, tes muscles se sont contractés. Ton énergie s'est figée dans certaines zones. Des tensions se sont accumulées sans que tu en sois conscient. Tes fascias, ces tissus conjonctifs qui enveloppent tes muscles, se sont raidis. Ta circulation sanguine a ralenti. Ton système lymphatique, qui n'a pas de pompe comme le cœur, a besoin du mouvement pour fonctionner. Quelques étirements sont la clé qui ouvre cette porte sans grincement, permettant à l'énergie de circuler et aux tensions nocturnes de se dissiper. Ce sont des mouvements simples, mais leur effet se propage à travers tout ton système, physique, mental, émotionnel. Étire tes bras vers le ciel comme si tu voulais toucher le plafond. Sens l'étirement dans tes flancs, dans tes épaules, le long de ta colonne vertébrale. Roule doucement tes épaules en arrière, puis en avant. Imagine que tu traces de grands cercles avec tes omoplates, défaisant les nœuds de tension qui se sont formés. Penche ta tête d'un côté, puis de l'autre, sentant l'étirement le long de ton cou. Fais quelques rotations douces de la colonne vertébrale, comme un chat qui s'étire après une sieste. Rien de compliqué, rien d'acrobatique. Juste des mouvements qui réveillent ton corps en douceur. Mais fais-les avec attention, avec présence. Ne les expédie pas mécaniquement. Sens vraiment chaque étirement, chaque zone qui se détend, chaque articulation qui se réveille. Les stoïciens accordaient une grande importance au corps,
non pas dans une perspective de vanité, mais parce qu'il comprenait que l'esprit ne peut fonctionner optimalement dans un corps négligé. Marc Aurèle pratiquait la lutte et l'équitation. Sénèque faisait de longues promenades et pratiquait des exercices physiques quotidiens. Il savait que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, mais intimement liés. Quand tu bouges mieux, tu penses mieux, tu réagis mieux. L'énergie qui était stagnante commence à circuler. Les endorphines se libèrent doucement. Ton système lymphatique se réactive, éliminant les toxines accumulées pendant la nuit. Ton cerveau reçoit plus d'oxygène, améliorant ta concentration et ta clarté mentale. Tout cela en quelques minutes seulement. C'est aussi un acte de reconnaissance envers ton corps. Un message silencieux qui dit « Je te remercie de me porter, de me permettre d'exister dans ce monde. Je vais prendre soin de toi aujourd'hui. » Hydrate ton organisme pour l'activer pleinement. Ton corps a passé des heures sans hydratation, comme une plante négligée dans un coin. Pendant ton sommeil, tu as perdu entre 1 demi-litre et 1 litre d'eau par la respiration et la transpiration. Ton sang est plus épais, rendant le travail de ton cœur plus difficile. Tes organes fonctionnent au ralenti, privés du fluide dont ils ont besoin pour leur processus biochimique. Ton cerveau, qui est composé de 75% d'eau, manque de fluide pour produire les neurotransmetteurs nécessaires à la concentration et à la clarté mentale. Dès que tu lui offres de l'eau, elle reprend vie. Il en va de même pour toi. Un verre d'eau au réveil, idéalement à température ambiante pour ne pas choquer ton système digestif, c'est comme activer le mode humain. Certains ajoutent un peu de citron pour l'effet alcalinisant et la vitamine C. D'autres préfèrent une pincée de sel de l'Himalaya pour les électrolytes, mais même juste de l'eau pure fait des merveilles. Ton esprit s'éclaircit presque immédiatement. Des études montrent qu'une déshydratation, même légère, seulement 1 à 2%, peut affecter la concentration, la mémoire et l'humeur. Ton corps se met en marche, tes reins commencent à filtrer efficacement, ton système digestif se réveille. Et tu gagnes un point supplémentaire de vigilance qui te servira tout au long de la matinée. C'est un geste si simple qu'on l'oublie souvent, mais son impact est considérable. Les moines zen ont une pratique similaire. Avant toute chose, ils boivent de l'eau en pleine conscience, sentant le liquide descendre dans leur gorge, rafraîchir leur corps, les ramener au moment présent. Bois lentement, consciemment. Ne gobe pas le verre d'un trait en pensant déjà à ta liste de tâches. Fais-en un moment de présence, une micro-méditation qui prolonge le calme de ton réveil. Sens l'eau fraîche dans ta bouche, sa descente dans ton œsophage, son arrivée dans ton estomac. C'est un moment de connexion avec ton corps, de reconnaissance envers cette machine extraordinaire qui te permet d'exister. Définis une intention précise pour la journée. Ce n'est pas une phrase motivationnelle bon marché placardée sur un poster Instagram. C'est une boussole intérieure, un principe directeur que les stoïciens utilisaient quotidiennement. Marc Aurèle commençait chaque journée en se rappelant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens importuns, ingrats, arrogants, trompeurs, envieux et égoïstes. Mais je ne serai pas troublé, car je sais que je peux choisir ma réaction. Sans intention, tu réagis à tout ce qui arrive. Tu es une feuille au vent, ballottée par les événements extérieurs, les demandes des autres, les urgences manufacturées. Avec une intention, tu choisis ta direction. Tu as un critère pour décider ce qui mérite ton attention et ce qui peut attendre. Tu as un filtre pour distinguer l'important du superflu. C'est comme décider avant de sortir quelle route tu veux prendre. Il y aura peut-être des détours, des obstacles imprévus, des circonstances qui t'obligeront à adapter ton trajet. Mais au moins, tu sais où tu vas. Tu as un nord, un objectif, une direction générale. Et quand tu te perdras, car tu te perdras, c'est inévitable. Tu auras un point de référence pour te réorienter. Tu peux formuler ton intention simplement. Aujourd'hui, je refuse que la hâte me gouverne. Ou aujourd'hui,
je me parle avec bienveillance, quoi qu'il arrive. Ou encore, aujourd'hui, je choisis de réagir avec calme face aux provocations. Ou aujourd'hui, je me concentre sur ce qui dépend de moi et je lâche prise sur le reste. L'intention peut aussi être plus spécifique. Aujourd'hui, j'écoute vraiment quand les gens me parlent, sans préparer ma réponse pendant qu'ils parlent. Ou aujourd'hui, je fais une pause de 3 respirations avant de réagir émotionnellement. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la direction intentionnelle de ton attention et de ton énergie. Les neurosciences modernes confirment ce que les stoïciens pratiquaient déjà. Poser une intention claire active les circuits neuronaux qui favorisent l'attention sélective et le contrôle cognitif. Ton cerveau commence littéralement à chercher les opportunités d'incarner cette intention. Écris-la si nécessaire, sur un carnet dédié ou simplement sur une note dans ton téléphone. Reviens à elle plusieurs fois dans la journée, surtout quand tu sens que tu dérives, que tu perds ton centre, que tu retombes dans la réactivité automatique. Utilise-la comme un ancre qui te ramène à toi-même. Certains trouvent utile de combiner l'intention avec une visualisation brève. Imagine-toi incarnant cette intention face aux défis prévisibles de la journée. Si ton intention est de rester calme, visualise-toi recevant une critique avec sérénité. Si c'est d'être plus présent, imagine-toi écoutant vraiment quelqu'un sans distraction. Cette répétition mentale prépare ton cerveau à répondre de cette façon quand le moment viendra réellement. La puissance de la routine matinale stoïcienne. En définitive, ces petites habitudes semblent anodines, presque ridicules dans leur simplicité. Respirer, s'étirer, boire de l'eau, poser une intention, des choses que même un enfant peut faire. Mais elles fonctionnent comme les premiers rouages d'un mécanisme complexe. Si tu les entretiens avec constance, tout le reste commence à mieux tourner. Tu n'as pas besoin d'accessoires coûteux, de te lever avant l'aube comme les gourous de la productivité, ni de courir des marathons spirituels. Juste une poignée de décisions conscientes au début de la journée, celles qui font la différence entre te traîner et avancer avec fluidité. Il ne s'agit pas de révolutionner ta vie entière, mais d'ajuster ces détails qui pèsent de plus lourd que tu ne l'imagines. Tu commences sans précipitation, tu respires, tu t'étires, tu t'hydrates et tu formules ton intention. Et soudain, tu remarques que la journée ne t'écrase plus de la même manière. Tu te sens plus présent, plus maître de ton tempo, plus aligné avec toi-même. Non pas parce que les circonstances extérieures ont changé, elles sont probablement exactement les mêmes qu'hier, mais parce que ta relation à ces circonstances a changé. Tu ne les subis plus, tu les accueilles, tu ne réagis plus, tu réponds. Car au final, les transformations profondes débutent toujours par des gestes simples. C'est le principe du levier d'Archimède. Un petit point d'appui peut soulever un poids énorme. Ces habitudes matinales sont ton point d'appui. Et si chaque jour tu les pratiques, tu ne tarderas pas à constater que tu ne fonctionnes plus en automatique, mais avec présence et sérénité. Les petites habitudes sont les racines invisibles des grandes journées. Et comme pour un arbre, ce sont les racines que personne ne voit qui déterminent la hauteur que l'arbre atteindra et les tempêtes qu'il pourra affronter. 2. Harmonise. Ton espace de vie, l'ordre extérieur, crée la clarté intérieure. Parfois, nous croyons que se sentir mieux au quotidien dépend de grands bouleversements, alors qu'en réalité, ce sont les détails qui font toute la différence. Et si nous venons de parler de comment débuter la matinée avec intention, il est maintenant temps d'observer autour de toi. Car ton environnement communique aussi, il influence, et même il crie. Peu importe ton degré de concentration intérieure, si tout est chaotique autour de toi, ton esprit le ressent. C'est comme essayer de méditer dans une pièce en désordre. Une partie de ton attention est constamment distraite par le chaos visuel. Les stoïciens le comprenaient parfaitement.
ordre externe, clarté interne. Ce n'est pas une coïncidence que Marc Aurèle, malgré ses responsabilités écrasantes en tant qu'empereur, maintenait un espace personnel ordonné et simple. Et même si tu ne vis pas dans un temple zen, tu peux accomplir bien plus que tu ne l'imagines avec des gestes modestes et réguliers. L'environnement que tu crées autour de toi n'est pas neutre. Il agit sur ton état mental, comme une bande-son agit sur un film. Il amplifie certaines émotions, en atténue d'autres, crée une ambiance qui influence subtilement, mais puissamment, ta façon de penser et d'agir. Arrange ton environnement immédiat avec intention. Cette phrase, qui sonne comme un conseil d'adulte responsable, est en réalité une bouée de sauvetage pour ton mental. Imagine que ta chambre soit comme un sac à dos. Si tu le portes rempli d'objets inutiles, des pierres, des branches mortes, des souvenirs sans valeur, le poids se fait sentir et te draine de l'énergie. Chaque pas devient plus difficile. Mais si tu l'allèges, si tu retires le superflu et ne conserves que l'essentiel, tu marches plus léger. Il en va de même pour ton espace. Pas besoin de perfection. Pas besoin que tout ressemble à une page de magazine de décoration minimaliste. Juste assez de dégagement pour ne pas avoir l'impression de vivre dans un capharnaüm, dans un chaos qui reflète et amplifie ton chaos intérieur. Chaque objet qui traîne sans raison est comme une notification mentale non lue. Elle ne demande peut-être pas grand-chose individuellement, mais multipliée par 10, 20, 50 objets, ça crée un bruit de fond cognitif qui épuise ton énergie mentale sans que tu en sois pleinement conscient. Les neuroscientifiques ont confirmé ce phénomène. Le désordre visuel réduit ta capacité de concentration et augmente le cortisol, l'hormone du stress. Ton cerveau, face au chaos, essaie constamment d'analyser, de catégoriser, de donner un sens à ce qu'il voit. C'est un travail épuisant qui se fait en arrière-plan, comme des applications qui tournent sur ton téléphone et drainent la batterie sans que tu le remarques. Range ton espace en 5 minutes, pas davantage. Programme une alarme, le temps d'une chanson ou même moins. C'est surprenant tout ce que tu peux remettre en ordre en si peu de temps. Le secret n'est pas de faire un grand nettoyage de printemps. C'est épuisant et décourageant, mais de faire de petites interventions régulières. C'est comme balayer les miettes mentales de la journée. Tu élimines ce qui encombre sans en faire un drame. 5 minutes le matin avant de partir. 5 minutes le soir avant de te coucher. C'est un truc simple, presque dérisoire, mais efficace parce que ça te procure un sentiment de contrôle sans que tu aies à entreprendre un déménagement émotionnel chaque soir. Concentre-toi sur les surfaces visibles, la table, le bureau, la table de nuit. Ce sont ces surfaces qui créent l'impression d'ordre ou de désordre. Tu peux avoir des placards pleins à craquer, mais si tes surfaces visibles sont dégagées, ton esprit respire. Et voici un truc psychologique puissant. Commence toujours par faire ton lit le matin. C'est une recommandation que même les commandos de la marine américaine suivent. Pourquoi ? Parce que c'est ta première victoire de la journée. Tu as accompli quelque chose. Et cette petite victoire crée un momentum qui te pousse à accomplir autre chose, puis autre chose encore. Trie uniquement ce que tu utilises quotidiennement. Ne commets pas l'erreur de vouloir réorganiser toute ton existence d'un seul coup. C'est le piège classique. Tu regardes ton appartement, tu te sens submergé. Tu veux tout changer immédiatement. Tu te lances dans un marathon de rangement de 8 heures. Tu finis épuisé et frustré. Et tu abandonnes. Pas besoin de devenir un moine minimaliste du jour au lendemain. Concentre-toi sur l'essentiel, sur ce que tu touches réellement. Déplace et utilise chaque jour. Le reste peut patienter. Applique la règle du 81-20. Tu utilises probablement 20% de tes possessions 80% du temps. Commence par ces 20%. Assure-toi que ces objets essentiels ont une place claire, accessible, logique. Pense à une file d'attente. Si tu tentes d'aider tout le monde simultanément,
Tu t'angoisses et tu n'aides personne efficacement. Si tu gères le prioritaire en premier, tout s'écoule avec moins de résistance. C'est la même chose avec ton espace. Priorise ce qui impacte directement ta vie quotidienne. Une technique puissante, la règle de l'un qui entre, un qui sort. Chaque fois que tu acquiers quelque chose de nouveau, débarrasse-toi d'une chose ancienne. Cela maintient l'équilibre et t'empêche d'accumuler progressivement du désordre. Les stoïciens valorisaient la simplicité non par ascétisme austère, mais par sagesse pratique. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, choisissait régulièrement de vivre plusieurs jours avec le strict minimum. Un simple manteau, du pain et de l'eau, pour se rappeler que le bonheur ne dépend pas de l'accumulation matérielle. Maintiens une surface dégagée pour réduire le bruit visuel, et là, entre en jeu la métaphore parfaite. Ton esprit ressemble à un navigateur avec trop d'onglets ouverts. Chaque objet superflu sur la table représente un onglet mental dont tu n'as pas besoin. Si tu diminues ce bruit visuel, tu respires mieux, tu réfléchis mieux et tu perçois les choses avec plus de sérénité. Cela ne signifie pas vivre dans un catalogue minimaliste froid et impersonnel, mais éviter que ton regard doive constamment esquiver des obstacles. Imagine la différence entre entrer dans une pièce encombrée, où chaque surface est couverte d'objets, et entrer dans une pièce où tout a sa place, où l'espace respire. L'effet est immédiat et viscéral. Dans le premier cas, ton niveau de stress augmente subtilement. Dans le second, tu te sens plus calme, plus capable de te concentrer, plus en contrôle. Une surface dégagée, que ce soit ton bureau, ta table de cuisine ou ta commode, devient comme un espace mental vierge où tu peux penser clairement. C'est particulièrement important pour ton espace de travail. Si tu travailles depuis chez toi, ton bureau devrait être un sanctuaire de clarté, pas un dépôt de papier et d'objets aléatoires. Crée un coin qui t'apaise vraiment. Pas besoin qu'il soit vaste, ni qu'il contienne des plantes que tu ne sais pas entretenir ou des accessoires zen coûteux. Ça peut être un fauteuil près d'une fenêtre, un recoin avec une lumière douce, un petit espace où ton corps comprend instinctivement qu'il est temps de ralentir. C'est comme un bouton de redémarrage émotionnel. Tu arrives, tu t'installes 1 minute et ton esprit capte le signal. Ici, on respire autrement. Ici, les règles sont différentes. Ici, je n'ai pas besoin de performer, de produire, de répondre aux demandes. Ici, je peux simplement être. Certains appellent cela un coin de paix ou un sanctuaire personnel. Marc Aurèle parlait de se retirer en soi-même, mais avoir un espace physique qui facilite ce retrait intérieur peut être extraordinairement puissant. Personnalise cet espace avec des éléments qui te calment. Peut-être un coussin confortable, une couverture douce, une bougie que tu allumes uniquement quand tu es dans cet espace, un livre de sagesse que tu gardes à portée de main. L'important est que cet espace soit exclusivement associé au calme, jamais au travail ou au stress. L'effet cumulatif de l'ordre extérieur. Ces habitudes, bien qu'elles semblent insignifiantes, prises individuellement, fonctionnent comme de petites ancres qui te maintiennent centré au milieu du chaos quotidien. Il ne s'agit pas de devenir obsédé par l'ordre, de développer une anxiété si quelque chose est déplacé, ni de vivre dans la crainte de déranger la perfection de ton environnement. Il s'agit de simplifier suffisamment pour que tu puisses te concentrer sur ce qui compte véritablement, de créer un environnement qui soutient tes intentions plutôt qu'un environnement qui les sabote constamment. Pense-y comme à la maintenance d'un jardin. Tu n'as pas besoin de passer des heures chaque jour à le perfectionner. Mais si tu arraches régulièrement les mauvaises herbes, si tu arroses un peu chaque jour, si tu tailles ce qui dépasse, ton jardin reste beau sans effort héroïque. Néglige-le pendant des semaines et il te faudra un effort herculéen pour le remettre en ordre. Au final, un environnement harmonieux
n'est pas de la vanité. Ce n'est pas du perfectionnisme névrotique. C'est de la santé mentale. C'est une forme d'autocompassion. Ça t'aide à sentir que tu as un peu plus de maîtrise sur ta vie et beaucoup moins de fardeau invisible sur les épaules. Ton bien-être ne dépend pas seulement de tes pensées ou de comment tu commences la matinée, mais aussi de l'espace dans lequel tu évolues. Ce qui t'entoure affecte plus que nous ne l'admettons. C'est pourquoi ces habitudes simples sont si puissantes. Elles te procurent de la clarté sans exiger de grands efforts. Quand tu harmonises ton environnement immédiat, quand tu dégages une surface, quand tu entretiens un petit coin personnel, tu déclares silencieusement mais fermement « Ici je me respecte, ici je m'écoute, ici je peux respirer mieux qu'ailleurs ». Et cette somme quotidienne, bien qu'elle semble modeste, transforme les journées. Elle crée un effet de cascade. Un environnement ordonné favorise un esprit ordonné, qui prend de meilleures décisions, qui crée de meilleurs résultats, qui renforce la motivation à maintenir l'ordre. Un espace harmonieux n'est pas un luxe réservé aux personnes qui ont du temps libre. C'est une façon silencieuse mais profonde de prendre soin de toi, accessible à tous, et dont les bénéfices se font sentir immédiatement. 3. Bouge ton corps, le mouvement. Comme méditation. Après avoir harmonisé ton environnement immédiat, il y a une autre dimension que nous oublions parfois et qui, curieusement, peut complètement changer l'énergie de ta journée. Le mouvement. Oui, tu peux avoir une table dégagée, une chambre rangée et un coin qui transmet la paix. Mais si ton corps reste immobile, comme une statue décorative, l'esprit commence à suffoquer. Les stoïciens le comprenaient bien. La clarté mentale ne provient pas uniquement de la réflexion, mais aussi de la marche, de la respiration et de l'observation. Aristote enseignait en marchant, sa philosophie était littéralement appelée péripatétique, du grec péripatos, qui signifie promenade. Les stoïciens ont adopté cette pratique, comprenant que le mouvement du corps libère le mouvement de l'esprit. Et pas besoin de devenir athlète. Pas besoin de t'inscrire à une salle de sport coûteuse ou de te lancer dans un programme d'entraînement intimidant. Il suffit de sortir un moment et de laisser le monde remettre tes idées en place. Sors marcher, même brièvement, la philosophie en mouvement. Pas besoin d'une expédition épique, ni d'enregistrer une vidéo motivationnelle pour prouver à tes followers que tu prends soin de toi. Quelques minutes suffisent. 10 minutes, 15, si tu peux. L'important n'est pas la distance ni la durée, c'est la régularité et la présence. Imagine-toi comme un verre d'eau dans lequel on a remué le fond. Si tu restes immobile, tout reste trouble, les sédiments continuent de tourbillonner dans ta tête. Si tu bouges, si tu marches, les particules commencent à se déposer. La clarté revient progressivement, naturellement, sans effort. La marche produit cet effet étrange et merveilleux. Elle apaise le bruit interne sans que tu aies à forcer. C'est presque organique. Il y a quelque chose dans le rythme régulier de la marche, gauche, droite, qui synchronise ton corps et ton esprit, qui calme le système nerveux, qui met de l'ordre dans le chaos mental. Les neuroscientifiques ont découvert pourquoi la marche est si puissante pour la pensée créative et la résolution de problèmes. Le mouvement régulier active un état de diffusion de l'attention, où ton esprit peut faire des connexions qu'il ne ferait pas en mode concentration intense. C'est pourquoi tant d'insights arrivent pendant la marche ou sous la douche, ces moments où tu n'essaies pas activement de résoudre un problème. Marche sans destination précise. Ce n'est pas un trajet utilitaire pour aller du point A au point B. C'est une marche pour l'acte de marcher lui-même. Les Japonais ont un concept magnifique pour cela. Shinrin-yoku, ou bain de forêt. L'idée est de s'immerger dans la nature, de marcher lentement, d'absorber l'atmosphère avec tous tes sens. Mais même si tu vis en ville, même si tu n'as accès qu'à des rues bétonnées, la marche reste puissante. L'important est de sortir de ton espace confiné,
de changer d'air, de perspective, d'environnement. Bouge ton corps pour t'oxygéner. La respiration en mouvement. Il ne s'agit pas de transpirer comme si tu escaladais un sommet de 2000 mètres, mais de te rappeler que ton corps pense aussi. Que ton corps n'est pas juste un véhicule pour transporter ta tête. Que l'intelligence n'est pas uniquement localisée dans ton cerveau, mais distribuée dans tout ton organisme. Quand tu respires mieux, tu réfléchis mieux. C'est presque magique, mais c'est en fait de la pure biochimie. Ton cerveau consomme environ 20% de ton oxygène total, alors qu'il ne représente que 2% de ta masse corporelle. Quand tu es assis, penché sur un écran, ta respiration devient superficielle. Tu n'utilises qu'une fraction de ta capacité pulmonaire. Quand tu marches, ta respiration s'approfondit naturellement. Tu commences à utiliser tes poumons pleinement. L'oxygène circule mieux dans ton sang. Ton cerveau reçoit le carburant dont il a besoin pour fonctionner optimalement. Les idées qui étaient bloquées commencent à couler. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison fermée depuis des jours. L'air frais entre, chassant l'air vicié, et soudain, tout sent différemment. L'atmosphère change, l'énergie change. C'est exactement ce qui se produit en toi quand tu t'accordes quelques minutes de mouvement conscient. Tu ne vas pas seulement d'un endroit à un autre. Tu nettoies ton système, tu réinitialises tes circuits, tu recharges tes batteries. Respire consciemment pendant ta marche. Pas de technique compliquée. Simplement, prête attention à ta respiration. Inspire profondément par le nez, sens l'air descendre dans tes poumons, gonfler ton ventre. Expire lentement par la bouche. Sens ton corps se détendre légèrement à chaque expiration. Certains trouvent utile de synchroniser leur respiration avec leurs pas. Par exemple, inspire sur 4 pas, expire sur 4 pas. Ou inspire sur 3, expire sur 6, pour un effet encore plus calmant. Trouve ton rythme naturel. Profitant pour penser avec clarté la résolution des problèmes en marchant. Et attention, je ne suggère pas de sortir, marcher pour résoudre toute ton existence, pour trouver le sens de la vie ou pour planifier les 10 prochaines années. C'est plutôt comme ajuster l'antenne mentale. Tu ne forces rien, tu laisses juste les choses se clarifier naturellement. Quand tu marches, ton esprit cesse de rebondir frénétiquement entre 1000 stimuli. La télévision est éteinte. L'ordinateur est loin. Le téléphone, idéalement, est en mode ne pas déranger ou carrément laissé à la maison. C'est juste toi, tes pensées et le monde autour. Ce qui semblait un chaos impossible à ordonner se remet en place tout seul, sans que tu aies à forcer. Parfois, tu trouves même des réponses à des questions que tu te posais depuis des jours, des semaines peut-être. Ces réponses étaient là tout le temps, mais noyées dans le bruit. La marche a créé le silence nécessaire pour que tu puisses les entendre. C'est un phénomène que les psychologues appellent l'incubation. Quand tu arrêtes d'attaquer un problème de front, quand tu laisses ton esprit vagabonder, les parties créatives et intuitives de ton cerveau se mettent au travail. Elles font des connexions que ta pensée analytique ne ferait jamais. Combien de grands penseurs ont eu leurs meilleures idées en marchant? Einstein se promenait régulièrement dans Princeton. Beethoven faisait de longues marches quotidiennes, un carnet en poche pour noter les mélodies qui lui venaient. Nietzsche disait « Toutes les pensées vraiment grandes sont conçues en marchant ». Les stoïciens aussi marchaient pour penser. Sénèque recommandait les promenades quotidiennes, non seulement pour la santé physique, mais pour la clarté mentale. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités écrasantes, trouvait du temps pour marcher et méditer. Si tu as une décision difficile à prendre, essaie ceci. Au lieu de rester assis à ruminer, sors marcher pendant 20 minutes. Ne force pas la décision. Laisse-la simplement être présente dans ton esprit pendant que tu marches. Tu seras surpris de voir comme la bonne voie devient souvent évidente.
Déconnecte-toi de l'excès d'écran, le jeûne digital mobile. Nous vivons collés à nos écrans comme s'ils nous fournissaient de l'oxygène, alors qu'ils nous l'enlèvent souvent. Sortir marcher rompt ce fil invisible qui t'attache au téléphone, aux notifications, au bruit constant de l'information. C'est une façon de te déconnecter du monde digital pour te reconnecter au monde réel, à toi-même, à ton corps, à tes sens. C'est un répit littéral et figuré. Une pause dans le bombardement constant de stimuli. Pense à combien de fois par jour tu vérifies ton téléphone. Les études parlent de 150 à 200 fois en moyenne. À chaque fois, ton cerveau produit un petit pic de dopamine, l'hormone de la récompense, suivi d'une légère baisse quand tu ne trouves rien d'intéressant. Ce cycle constant érode ton attention, ta capacité de concentration, ta paix intérieure. La marche sans téléphone est un acte de rébellion douce contre cette tyrannie de la connexion permanente. C'est dire, pendant ces 15 minutes, le monde peut attendre. Les urgences ne sont généralement pas si urgentes. Les messages peuvent patienter. Et si tu as vraiment peur de manquer quelque chose d'important, rappelle-toi ceci. Il y a 30 ans, personne n'était joignable en permanence et le monde fonctionnait très bien. Les vraies urgences étaient gérées. Les gens trouvaient des solutions. La vie continuait. Tu peux aussi voir cela comme un entraînement mental. Tu entraînes ta capacité à tolérer l'incertitude, à ne pas savoir immédiatement tout ce qui se passe. C'est une compétence précieuse dans notre monde d'information instantanée. Observe l'environnement pour t'ancrer au présent. La méditation marchée. Ça peut sembler futile, mais regarder vraiment un arbre, observer une fenêtre illuminée, remarquer un chien qui passe, te ramène à l'instant présent. C'est comme si ton esprit descendait des hauteurs abstraites du futur et du passé, pour atterrir dans le ici et maintenant, dans ce moment précis où tu marches. Et cet ancrage au présent, bien qu'il semble simple, te calme plus que tu ne le crois. Il active ce que les neuroscientifiques appellent le réseau du mode par défaut du cerveau. Le réseau qui s'active quand tu ne fais rien de particulier, quand tu laisses ton esprit vagabonder librement. Ce réseau est essentiel pour l'introspection, pour l'imagination, pour faire le tri de tes expériences et leur donner du sens. Mais il ne peut s'activer que quand tu n'es pas en train d'accomplir une tâche spécifique, quand tu es simplement présent. Pendant ta marche, pratique ce que les bouddhistes zen appellent shikantaza, juste s'asseoir, mais en version mobile, juste marcher. Ne marche pas pour arriver quelque part. Ne marche pas en pensant à autre chose. Marche juste pour marcher. Sens tes pieds toucher le sol. Sens le vent sur ta peau. Entends les sons autour de toi sans les juger. Regarde vraiment ce que tu vois. Pas en mode automatique, mais vraiment. Remarque la couleur du ciel, la forme des nuages, la texture de l'écorce d'un arbre, les expressions sur le visage des gens que tu croises. Les petits détails qui échappent habituellement à ton attention quand tu es dans ta tête. Cette pratique a plusieurs noms selon les traditions. Méditation marchée dans le bouddhisme, prière contemplative dans le christianisme, itikaf en mouvement dans l'islam. L'idée est toujours la même. Utiliser le mouvement physique comme support pour la présence mentale. Les stoïciens appelaient cela « vivre selon la nature », se reconnecter avec le monde naturel, observer le cycle des saisons, le mouvement du soleil, le changement de la lumière. Pas dans une perspective romantique ou sentimentale, mais comme rappel de ta place dans l'ordre cosmique, de ta connexion avec quelque chose de plus grand que tes soucis quotidiens. Il te fait sentir qu'un moment suffit à exister sans urgence, que tu n'as pas toujours besoin d'être en route vers quelque chose, d'accomplir quelque chose, de prouver quelque chose, que parfois, simplement être là, respirer, observer, c'est suffisant. L'effet cumulatif du mouvement quotidien. Cette habitude si facile que nous sous-estimons parfois a un impact énorme sur ton bien-être global.
Sortir marcher ne change pas le monde extérieur, c'est vrai. Les problèmes restent les mêmes. Les défis ne disparaissent pas magiquement. Mais ça change radicalement ta façon de marcher dans ce monde, de voir ces problèmes, d'aborder ces défis. Ça te donne de la légèreté quand tout semble lourd, de la clarté quand tout semble confus, du silence mental quand ta tête ressemble à une gare aux heures de pointe. C'est aussi une petite sensation de renouveau, de renaissance presque. Chaque marche est une mini-réinitialisation. Tu sors avec certaines pensées, certaines humeurs. Tu rentres différent, pas complètement transformé, mais subtilement changé. Un peu plus calme, un peu plus centré, un peu plus capable de faire face. Ajouté à un environnement harmonisé et à un début de journée conscient, le mouvement régulier t'aide à te sentir plus ancré dans ta vie. Pas besoin de grandes stratégies pour prendre soin de toi, juste de la constance dans ces détails qui semblent insignifiants, mais dont l'effet est cumulatif. Marcher un peu peut devenir cette petite ancre quotidienne qui évite que ton esprit se disperse dans 1000 directions, que ton énergie stagne dans ton corps, que tu te déconnectes complètement de toi-même. C'est un geste simple qui ouvre de l'espace, qui nettoie les pensées, qui te ramène au présent, sans rien exiger en retour. Quand tu te permets de bouger, de respirer consciemment et d'observer vraiment, tu récupères une partie de toi qui était cachée entre écran et soucis. Et peu à peu, sans grand drame ni révélation foudroyante, tu commences à te sentir mieux chaque jour. Le corps avance sur le chemin. Mais ce qui progresse vraiment, c'est l'esprit qui réapprend à respirer, à observer, à simplement être. 4. Examine tes pensées. Avec bienveillance, l'art du dialogue intérieur. Après être sorti marcher et avoir donné un peu d'air frais à ton mental, reste un terrain qui influence peut-être plus que tout le reste comment tu te sens au quotidien. Ce qui se passe dans ton esprit quand tu restes seul avec toi-même. Le dialogue intérieur que tu as avec toi-même à chaque instant de la journée. Car oui, tu peux bouger, harmoniser ton espace et te choyer extérieurement. Mais si intérieurement tu continues à te parler comme à ton pire adversaire, l'effet de toutes ces autres habitudes s'estompe. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe combien tu verses, ça fuit toujours. Les stoïciens le savaient bien. Épictète passait la majorité de son enseignement sur ce sujet. Examiner ses jugements, ses impressions, ses réactions automatiques. La vraie bataille n'est pas à l'extérieur, dans les circonstances ou les actions des autres. Elle est à l'intérieur, dans comment tu interprètes ce que tu vis, dans les histoires que tu te racontes sur ce qui t'arrive. Et c'est là qu'intervient cette habitude, si simple en théorie, mais si inconfortable en pratique. Examiner tes pensées sans te martyriser, sans te juger, sans te condamner pour avoir des pensées négatives. Avec curiosité plutôt qu'avec critique, avec compassion plutôt qu'avec condamnation. Observe tes pensées sans te juger. Le témoin bienveillant, ça sonne bien, presque poétique. Mais en pratique, parfois tu es juge, jury et bourreau envers toi-même. Tu te condamnes pour des pensées que tu n'as pas choisi d'avoir. Tu te critiques pour des émotions que tu ressens involontairement. Tu te punis mentalement pour des erreurs que tout humain commet. Pense à ton esprit comme à une gare ferroviaire. Les pensées sont les trains qui passent. Certains sont des trains rapides et brillants, porteurs de bonnes nouvelles et d'enthousiasme. D'autres sont des trains sombres et lents, chargés de doutes et de peur. Tous passent par la gare de ton esprit. Le problème n'est pas que ces trains sombres passent, c'est que tu montes dedans. Tu ne te contentes pas de les observer depuis le quai, tu sautes à bord et tu laisses ce train t'emmener où il veut, souvent vers des endroits très sombres de ton psychisme. Pas besoin de monter dans tous les trains qui passent. Pas besoin de monter un procès contre toi-même chaque fois qu'un train que tu n'aimes pas apparaît. Tu peux l'observer, le reconnaître. Tiens, voilà encore le train du doute de soi,
et le laisser partir sans monter dedans. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Mais il aurait pu ajouter « Tu as aussi du pouvoir sur ta relation avec tes pensées, même si tu n'as pas toujours le pouvoir d'empêcher certaines pensées d'apparaître. » Cette distinction est cruciale. Tu ne peux pas toujours choisir quelles pensées vont surgir dans ton esprit. C'est comme ne pas pouvoir choisir quel train passe par la gare. Mais tu peux toujours choisir ta réaction à ces pensées. Tu peux choisir de ne pas les croire automatiquement. Tu peux choisir de ne pas les suivre où elles veulent t'emmener. Commence par identifier les idées qui te drainent. La cartographie mentale. Ces phrases internes du genre « Je ne vaux rien, j'échoue toujours, ça va sûrement mal tourner, je suis un imposteur, je ne suis pas assez bon, tout le monde me juge, je vais échouer ». Ce sont comme de petites fuites émotionnelles. Ça ne semble pas grand-chose individuellement, mais à la fin, ça te laisse complètement trempé de fatigue et de découragement. Ces pensées ont souvent une qualité particulière. Elles sont absolues, toujours, jamais, complètement. Elles généralisent, tout le monde, rien. Elles sont catastrophiques. Ce sera terrible, je ne m'en remettrai jamais. Les psychologues cognitifs appellent ça des distorsions cognitives, des erreurs de pensée automatiques que nous faisons tous. Tu peux faire un petit exercice mental pendant la journée. Chaque fois que tu remarques une pensée de ce style, imagine-la comme une étiquette rouge. Ne la discute pas encore, ne la combats pas, ne t'en veux pas de l'avoir eue. Marque-la juste mentalement. Pensée négative détectée. Tu seras surpris, peut-être même choqué, de voir combien d'autocollants rouges tu accumules en une seule journée. La plupart de ces pensées sont si automatiques, si rapides, que nous ne les remarquons même pas consciemment. Elles passent comme un flash subliminal, mais elles colorent quand même notre humeur et notre perception. Tenir un journal peut être extraordinairement utile pour ce travail. Pas un journal intime traditionnel où tu racontes ta journée, mais un journal de pensée où tu notes simplement quelle pensée négative ai-je remarqué? Quand l'ai-je remarqué? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Avec le temps, tu commences à voir des patterns. Tu remarques que certaines pensées reviennent constamment, que certaines situations déclenchent systématiquement certains types de pensées négatives. Cette conscience seule, sans même essayer de changer quoi que ce soit, est déjà thérapeutique. Remplace l'autocritique par un langage plus bienveillant. La reformation cognitive. Il ne s'agit pas de te mentir avec des phrases mièvres que tu ne crois pas. Il ne s'agit pas de te couvrir de compliments exagérés ou de te dire que tu es parfait, alors que tu sais que tu as des défauts. Il s'agit simplement de te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et respectes. Pense à comment tu parlerais à un bon ami qui traverse une difficulté. Tu ne lui dirais probablement pas « Tu es nul, tu échoues toujours, tu ne vaux rien ». Tu dirais plutôt « C'est difficile ce que tu traverses. C'est normal de se sentir comme ça. Ce n'est pas parce que tu as échoué cette fois que tu es un échec. Pourquoi ne te parles-tu pas à toi-même avec la même compassion? Par exemple, change « Quel désastre je suis » par « Aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme je voulais, mais je peux en apprendre quelque chose ». Change « Je ne réussirai jamais » par « C'est difficile en ce moment, mais les difficultés sont temporaires ». C'est une nuance, oui, mais les nuances changent le ton de toute la conversation que tu as avec toi-même. Et puisque tu as cette conversation du matin au soir, chaque jour de ta vie, le ton compte énormément. C'est comme baisser le volume d'un critique interne qui hurle et le transformer en un coach exigeant mais humain. Le coach veut toujours que tu t'améliores, mais il sait que te démolir constamment n'est pas la méthode la plus efficace. Il sait que l'encouragement et la reconnaissance des progrès fonctionnent mieux que la critique constante. Les stoïciens pratiquaient quelque chose de similaire. Ils ne prônaient
pas l'autoflagellation mentale. Marc Aurèle, dans ses méditations, se parle à lui-même avec fermeté, certes, mais aussi avec compréhension. Il se rappelle qu'il est humain, sujet à l'erreur, et que l'important est de continuer à s'améliorer, pas d'atteindre une perfection impossible. Mais des limites à ce qui t'inquiète, la gestion de l'anxiété mentale. Ici, l'esprit est expert en marathon gratuit. Tu vas te coucher et soudain, il te projette une série complète de « et si ça arrive ?» et « si ça échoue ?» et « si je n'y arrive jamais ?» et « si cette douleur est grave ?» et « si je perds mon travail ?» et « si personne ne m'aime vraiment ?» C'est ce que les psychologues appellent l'inquiétude en chaîne ou le catastrophisme. Ton esprit saute d'une inquiétude à une autre, construisant des scénarios de plus en plus catastrophiques, la plupart complètement improbables. Tu peux imaginer tes inquiétudes comme des onglets ouverts dans un navigateur. Tu ne peux pas tous les fermer d'un coup. Essayer de forcer ton esprit à ne pas s'inquiéter ne marche généralement pas. Mais tu peux décider combien tu acceptes d'en avoir ouvert simultanément. Quand tu remarques que tu pars sur la branche numéro 10, que tu t'inquiètes maintenant de quelque chose qui n'arrivera peut-être que si 8 autres choses improbables arrivent d'abord, tu peux te dire « Ok, stop, ça n'apporte rien maintenant. Je le mets de côté et je reviens à ce que j'ai devant moi. » Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Et comme tout entraînement, ça devient plus facile avec la pratique. Les premières fois, ton esprit protestera. Mais c'est important, tu dois y penser. Et si tu ne te prépares pas à cette éventualité, tu peux répondre à ton esprit « Merci de vouloir me protéger. » Mais s'inquiéter de scénarios hypothétiques ne me protège pas réellement. Si ce problème arrive vraiment, je le gérerai à ce moment-là. Pour l'instant, je choisis de me concentrer sur le présent. Une technique puissante recommandée par les thérapeutes cognitifs réserve un temps d'inquiétude. Chaque jour, accorde-toi 15 minutes pour t'inquiéter autant que tu veux. Écris tes inquiétudes si ça t'aide. Mais en dehors de ces 15 minutes, quand une inquiétude surgit, dis-lui « Pas maintenant. On en parlera pendant mon temps d'inquiétude. » Ça peut sembler absurde, mais ça marche remarquablement bien. Ça crée une frontière entre l'inquiétude et le reste de ta vie. Et souvent, quand arrive ton temps d'inquiétude officiel, tu découvres que la moitié des choses qui te tracassaient ne semblent plus si importantes. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Le cœur de la sagesse stoïcienne. Et nous arrivons à l'un des principes les plus puissants. Peut-être le principe central de la philosophie stoïcienne. C'est là la différence entre te torturer mentalement et choyer ta paix mentale. Épictète le disait avec une clarté cristalline. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Dépendent de nous, nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos aversions. En un mot, toutes nos actions ne dépendent pas de nous, notre corps, nos biens, notre réputation, nos dignités. En un mot, tout ce qui n'est pas notre action propre. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent de toi. Vraiment, tu ne le contrôles pas. Tu peux influencer leur perception par tes actions, mais tu ne peux pas contrôler leurs jugements, leurs humeurs, leurs préjugés, leurs projections. Et pourtant, combien d'énergie dépenses-tu chaque jour à essayer de contrôler l'incontrôlable? Tu ne contrôles pas le passé. C'est évident quand on le dit comme ça, mais observe combien de temps tu passes à ruminer sur ce qui s'est passé, sur ce que tu aurais dû dire ou faire différemment. Le passé est déjà écrit. Tu ne peux pas le changer. Tout ce que tu peux faire, c'est apprendre de lui et lâcher prise. Tu ne contrôles pas qu'il pleuve le jour de ton unique congé. Tu ne contrôles pas les embouteillages. Tu ne contrôles pas l'économie globale, ni les décisions de ton patron, ni la santé de tes parents, ni 1000 autres choses qui affectent ta vie quotidiennement. Mais tu contrôles ce que tu en fais. Comment tu réagis? Comment tu choisis d'interpréter ces événements? Ce que tu décides de penser de toi-même
au milieu de la tempête. Et c'est énorme. C'est là que réside tout ton pouvoir réel. C'est comme être sur un bateau en pleine mer. Tu ne décides pas de la météo, tu ne décides pas des vagues ni du vent, mais tu décides comment ajuster les voiles, comment tenir la barre, comment réagir à la tempête. Un truc simple mais puissant est de te poser régulièrement cette question. Est-ce que ça dépend de moi ou non? Pour presque tout ce qui te stresse, la réponse sera non. Ça ne dépend pas entièrement de moi. Si la réponse est non, alors ta tâche n'est pas de le réparer ou de le contrôler. C'est de l'accepter et de gérer ta réaction à cette réalité. C'est de trouver la paix au milieu de ce que tu ne peux pas changer. Si la réponse est oui, si c'est quelque chose qui dépend effectivement de toi, alors arrête de tourner en rond mentalement. Passe de la rumination à l'action, même si c'est un tout petit pas. Moins de romans mentaux, plus d'actions concrètes. Cette distinction transforme radicalement comment tu vis chaque jour. Imagine combien d'énergie tu récupères quand tu arrêtes de t'épuiser sur ce qui ne dépend pas de toi. Imagine combien tu deviens plus efficace quand tu concentres cette énergie récupérée sur ce qui dépend réellement de toi. La transformation par la conscience bienveillante. Observer tes pensées sans te juger n'est pas devenir quelqu'un de parfait qui n'a jamais de pensée négative. C'est devenir quelqu'un d'honnête et de bienveillant envers soi-même. Quelqu'un qui reconnaît qu'être humain signifie avoir parfois des pensées sombres, des doutes, des peurs. Quand tu apprends à identifier les idées qui t'épuisent, que tu changes progressivement le ton de ton dialogue interne, que tu freines l'excès d'inquiétude mentale et que tu te concentres sur ce qui est véritablement entre tes mains, tu commences à te sentir plus léger intérieurement. Non pas parce que les problèmes disparaissent, ils restent souvent les mêmes. Non pas parce que les circonstances changent magiquement, mais parce que tu arrêtes de t'attaquer toi-même, en plus de faire face aux défis extérieurs. Tu cesses de te battre sur deux fronts simultanément. Au final, ton esprit est l'endroit où tu vas vivre toute ta vie. Chaque instant de ton existence, du premier au dernier souffle, se passe dans ton esprit. Il mérite au minimum que tu le traites avec un peu plus de respect, de compassion, de gentillesse. Ta paix intérieure commence le jour où tu décides de ne pas croire automatiquement tout ce que ton esprit te dit. Où tu comprends que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui observe les pensées. Cette distinction change tout. 5. Cultive la gratitude quotidienne, l'antidote à l'insatisfaction. Après avoir appris à observer tes pensées avec plus de bienveillance, il y a une étape supplémentaire qui complète merveilleusement ce travail intérieur. Diriger consciemment ton regard vers ce qui te soutient vraiment dans ta vie. Car ton esprit, par défaut, excelle à se fixer sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas bien tourné, sur ce qui aurait pu être mieux. C'est un biais évolutionnaire. Nos ancêtres, qui remarquaient les dangers potentiels, survivaient mieux que ceux qui étaient constamment satisfaits. Mais dans notre monde moderne, ce biais nous rend chroniquement insatisfaits. Mais si tu veux te sentir mieux chaque jour, vraiment mieux, pas juste momentanément distrait de ton malaise, tu as besoin d'équilibrer consciemment cette tendance négative naturelle. Et c'est là qu'intervient une habitude si simple qu'elle en est presque gênante tant elle fonctionne bien. Cultiver la gratitude minimale. Pas la version exagérée et spiritualisée qui semble sortie d'une carte postale New Age. Pas le gratitude journaling qui devient une corvée de plus sur ta liste. Mais quelque chose de bien plus terre-à-terre, accessible et authentiquement utile. Pratique la gratitude minimale. L'équilibre de la perception. Ça sonne comme un exercice motivationnel, comme une de ces choses que les gourous du développement personnel te disent de faire, sans vraiment t'expliquer pourquoi. Mais en réalité, c'est un rappel quotidien puissant que ta vie n'est pas si sombre que ton esprit te la peint quand il est en mode négatif.
Les stoïciens le comprenaient déjà il y a 2000 ans. Valoriser ce que tu as maintient l'esprit stable, non pas en ignorant le mauvais. Les stoïciens n'étaient pas des optimistes naïfs, mais en reconnaissant que tout n'est pas mauvais. Que même dans les circonstances difficiles, il y a des éléments pour lesquels tu peux être reconnaissant. Marc Aurèle, qui était probablement l'homme le plus puissant du monde à son époque, pratiquait la gratitude quotidienne. Il commençait ses méditations en listant les qualités des gens autour de lui pour lesquels il était reconnaissant. Son grand-père lui avait appris la bonté. Son père la modestie et la virilité. Ses professeurs diverses vertus. C'est un ajustement de focus, comme quand tu nettoies l'objectif de ton téléphone et que tu découvres que la photo n'était pas si mauvaise, que le flou venait de la vitre sale, pas de la réalité elle-même. La réalité n'a pas changé, mais ta perception s'est clarifiée. La gratitude n'est pas un déni de la réalité difficile. C'est une reconnaissance de la réalité complète, incluant les aspects positifs que tu as tendance à prendre pour garantie ou à ignorer complètement. Remercie pour 3 petites choses de la journée. La collection de moments. Ne cherche pas des moments épiques ni des miracles. La gratitude authentique ne réside pas dans les grands événements. Gagner à la loterie, rencontrer l'amour de ta vie, obtenir une promotion majeure. Elle réside dans les petites choses quotidiennes que nous traversons sans les remarquer. Ça peut être un café qui t'est bien sorti ce matin, exactement comme tu l'aimes. Quelqu'un qui t'a fait rire, même brièvement. 5 minutes de silence, inattendu, dans une journée chaotique. Le soleil qui brillait à travers ta fenêtre. Un message gentil d'un ami. Un repas satisfaisant. Des chaussettes chaudes par une matinée froide. 3 choses modestes, quotidiennes, réelles. L'important, c'est de les arrêter mentalement, de les nommer spécifiquement. Pas juste « ma journée a été ok », mais ce moment précis où, et de les enregistrer consciemment. C'est comme mettre de petites pierres dans ta poche. Elles ne pèsent pas, mais elles créent un poids agréable qui te rappelle qu'il s'est passé quelque chose de bon aujourd'hui, que la journée n'a pas été qu'une suite de difficultés et de déceptions. Certaines personnes trouvent utile de le faire le soir, juste avant de dormir. C'est une excellente façon de terminer la journée sur une note positive. D'autres préfèrent le faire le matin, en revisitant la journée précédente. Trouve ce qui fonctionne pour toi. Tu peux les écrire, si tu veux, un carnet de gratitude simple où tu notes juste 3 choses chaque jour. Pas besoin de longues descriptions ou d'analyses profondes. Juste 1. Le thé de ce matin. 2. La conversation avec Marie. 3. Avoir fini ce projet. Avec le temps, ce carnet devient un registre précieux. Les jours où tu te sens vraiment bas, tu peux le feuilleter et te rappeler qu'il y a eu de bons moments. Beaucoup de bons moments. Ils n'ont juste pas été remarqués sur le moment. Valorise les détails que tu as l'habitude de laisser passer. L'invisibilité du quotidien. Ton esprit est expert à ignorer ce qui fonctionne et à additionner les désastres. C'est une stratégie de survie évolutionnaire. Nos ancêtres devaient remarquer le danger pour survivre. Mais aujourd'hui, cette tendance te rend chroniquement insatisfait et anxieux. C'est pourquoi cette habitude est presque un entraînement visuel. Regardez consciemment ce qui t'échappe normalement. Un message gentil que tu as reçu, mais à peine lu avant de passer à autre chose. Une conversation légère, mais agréable, avec un collègue. Un repas qui t'a réconforté sans que tu y prêtes vraiment attention. Ton corps qui fonctionne. Tes poumons qui respirent sans que tu aies à y penser. Ton cœur qui bat régulièrement. Ta vue qui te permet de lire ces mots. Tes jambes qui te portent d'un endroit à un autre. Ces choses semblent évidentes jusqu'à ce qu'elles cessent de fonctionner. L'eau qui coule de ton robinet. L'électricité qui alimente ta maison. Un lit pour dormir. Un toit sur ta tête.
Pour la majorité de l'histoire humaine, et pour des milliards de gens aujourd'hui encore, ces choses ne sont pas garanties. Ce qui semble insignifiant est souvent ce qui maintient ta journée en équilibre sans que tu le remarques. C'est comme les vis d'une chaise. Tu ne penses jamais à elles. Tu ne les vois même pas. Mais si elles manquaient, tu tomberais immédiatement par terre. Un exercice puissant. Passe une journée à remarquer activement tout ce qui fonctionne bien et que tu prends habituellement pour garanti. Le trajet jusqu'au travail s'est bien passé. L'ordinateur a démarré. Le café était bon. La réunion n'a pas duré trop longtemps. Le temps était acceptable. Tu découvriras probablement que beaucoup plus de choses fonctionnent bien que de choses qui fonctionnent mal. Mais parce que ton attention est naturellement attirée vers les problèmes, tu ne remarques pas ce qui va bien. Reconnais ton propre effort. L'autocompassion en action. C'est là que ça devient vraiment inconfortable pour beaucoup de gens, parce que nous avons tendance à minimiser brutalement ce que nous faisons. Bah, ce n'est pas grand-chose. N'importe qui aurait pu faire ça. Je n'ai fait que mon travail. Mais si, c'est quelque chose. Chaque chose que tu surmontes mérite une reconnaissance. Chaque jour où tu continues d'avancer, même fatigué, même découragé, même quand tu n'as pas envie. Chaque limite que tu poses, même si ça te fait peur. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté même quand le mensonge serait plus facile. Chaque moment où tu persistes malgré la difficulté. Tout ça mérite une reconnaissance. Pas besoin de t'applaudir, ni de te féliciter grandiosement. Il suffit de l'admettre intérieurement. Aujourd'hui, c'était dur, mais je suis resté. C'est suffisant. Pense-y comme quand quelqu'un te tient la porte. Ce geste ne change pas fondamentalement ta vie, mais c'est appréciable. On remarque la politesse, la considération. Tu peux te tenir la porte à toi-même de temps en temps. Tu peux être poli et considérant envers toi-même. Les stoïciens valorisaient l'humilité, c'est vrai, mais ils valorisaient aussi la reconnaissance de la vertu, incluant ta propre vertu. Marc Aurèle se rappelait régulièrement ses efforts pour vivre selon ses principes, pas par vanité, mais par encouragement, pour se dire « Continue, tu fais de ton mieux ». C'est tout ce qu'on peut demander à un être humain. Concentre-toi sur ce qui fonctionne. L'inventaire positif. Car en dépit des apparences, il y a toujours quelque chose qui fonctionne dans ta vie, même si une autre partie vacille ou s'effondre. Toujours. Sans exception. Même dans les périodes les plus sombres. Parfois, tu t'obsèdes tellement sur ce qui va mal que tu oublies complètement de regarder ce qui soutient le reste. C'est comme si tu avais une maison avec 12 pièces. Une pièce prend feu et toute ton attention va naturellement vers cet incendie. Mais pendant que tu regardes la pièce en flammes, tu oublies que 11 autres pièces sont parfaitement intactes et fonctionnelles. Si une table a un pied cassé, tu ne jettes pas toute la table à la poubelle. Tu t'appuies sur les 3 pieds qui sont solides pendant que tu répares le 4e. Il en va de même pour ta vie. Certaines parties peuvent être difficiles en ce moment, mais d'autres parties restent stables, utiles, bonnes. Peut-être que ton travail est stressant, mais tes relations familiales vont bien. Peut-être que ta santé est un défi, mais tes finances sont stables. Peut-être que tu traverses une rupture difficile, mais ta carrière progresse. Il y a presque toujours un équilibre quelque part. Les regarder consciemment, ces parties qui fonctionnent, te donnent perspective et calme. Ça t'empêche de tomber dans le catastrophisme, où tout semble horrible parce qu'une chose est horrible. L'effet transformateur de la gratitude régulière. La gratitude minimale n'est pas du positivisme bon marché qui te demande de sourire bêtement pendant que ta vie brûle. Ce n'est pas un déni de la réalité difficile. Ce n'est pas fermer les yeux sur les problèmes réels qui nécessitent ton attention et ton action. C'est ajuster ton regard pour ne pas transformer chaque journée
en un rapport d'erreur exhaustif. C'est équilibrer la tendance naturelle à la plainte automatique avec une note simple de reconnaissance. C'est entraîner ton cerveau à remarquer le bon autant que le mauvais. Et bien que ça semble futile, presque insultant, face à de vraies difficultés, ce que tu entraînes chaque jour devient progressivement ton habitude mentale dominante. Ton cerveau crée littéralement de nouveaux circuits neuronaux basés sur où tu diriges régulièrement ton attention. Tout comme marcher clarifie ton mental et harmoniser ton environnement te tranquillise, remercier pour 3 choses modestes. Chaque jour modifie progressivement mais profondément la conversation interne avec laquelle tu vis. Tu deviens quelqu'un qui remarque le bon autant que le mauvais. Quelqu'un de plus équilibré dans sa perception. Cultiver la gratitude minimale est l'une de ces habitudes qui semblent petites, mais ont un effet multiplicateur sur tout le reste. Elles te rendent non plus conscient de ce qui va bien, plus juste et bienveillant envers toi-même, et moins esclave de ce filtre mental qui ne détecte que les problèmes et les manques. Quand tu remercies consciemment pour des détails, que tu valorises ton propre effort, que tu reconnais ce qui fonctionne dans ta vie, tu commences à vivre chaque journée sur une base émotionnelle plus solide. Non pas parce que la vie change magiquement et que tous tes problèmes disparaissent, mais parce que tu commences à la regarder avec un focus plus sain, plus équilibré, plus humain. Tu vois la réalité complète, pas juste la partie problématique. Et ça, au final, est aussi une façon profonde de prendre soin de ton bien-être mental. Parfois, ce qu'il te manque n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste de mieux regarder, de vraiment voir ce que tu as déjà.